so hot. Donc, Paul Otellini, le premier CEO non ingénieur qui refuse l'offre de Steve Jobs. Donc, pour des puces de l'iPhone, estimant que le risque financier était trop élevé. Résultat, Intel rate une opportunité majeure et se fait dépasser par Samsung, TSMC et ARM. Et sachant que lié à ça, il y a eu 2,3 milliards d'iPhone qui se sont vendus. Pascal, aujourd'hui, on parle des erreurs stratégiques de MBA, de CEO, de dirigeants qui sont pas tech. Pas Ouais. tech la montre, hein, mais pas tech, pas de background technique. Pas tech. Tu veux nous faire des ennuis ou quoi? Ah oui, tu parles des colis explosifs. Ouais. Ils en ont arrêté 2 employés de Patek, ouais, à Genève. Ouh, C'est pas drôle, mais c'est c'est vrai. chaud. Faut faire attention à ce qu'on dit. Je ferai pas cette très mauvaise blague de dire tic-tac, tic-tac. Mais oui, alors pour les auditeurs, on donne un peu de contexte. Donc Intel, pour ceux qui connaissent pas, tant pis. Mais ceux qui connaissent, voilà, ils ont participé à l'essor des PC, personal computer. Et en fait, il y avait même un temps des étiquettes sur les PC où c'était marqué Intel Inside. Donc en fait, le fait d'avoir un processeur interne, Intel, c'était considéré comme la marque d'un PC plus fonctionnel, de meilleure qualité, plus rapide, etc. Et ils ont quand même eu 20-30 ans de domination absolue. Hein. Intel, moi, quand je suis sorti du Poly, c'était la classe absolue, l'entreprise la mieux gérée. Et là, maintenant, en fait, ils sont dans la grande descente. C'est comme dans Game of Thrones, hein, tout d'un coup, il y a The Long Winter. Là, maintenant, pour Intel, c'est l'hiver. On ne sait pas s'ils vont se remettre. Très difficile à prédire. Et effectivement, cette news dont tu parlais, qu'en fait, Intel avait refusé de faire les puces pour Apple. Alors, je dirais, à rétro, maintenant, une fois qu'on connaît l'histoire, c'est évident que ça a l'air d'être une très mauvaise décision. Je ne serais pas aussi sévère que ça avec Paul Otellini parce que à l'époque, Apple était presque mort. Hein, c'est Microsoft qui les ont sauvés. On oublie en fait que Apple, bah maintenant évidemment, c'est une des plus grosses sociétés du monde, mais il y a une époque où ils sont passés tout près du dépôt de bilan, comme quoi c'est jamais fait ni jamais définitivement foutu. Peut-être un tout petit peu de contexte sur Intel. En fait, Intel, ils font des chips, c'est un métier extrêmement difficile et c'était pratiquement le seul fournisseur qui était intégré verticalement. Ce qui veut dire que non seulement ils faisaient du design, c'est-à-dire où est-ce qu'on met les transistors, comment est-ce qu'on les met, mais en plus de ça, ils faisaient la production. Ils avaient leurs propres usines et leur propre processus de fabrication. Donc, pour une usine pour faire des chips, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein, c'est quelques milliards d'investissements, des années de mise au point, des transistors qui font quelques nanomètres, ce qui veut dire qu'il faut des flux laminaires absolument incroyables. Il faut illuminer ça avec des UV. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et maintenant, en fait, on voit dans les journaux le résultat de mauvais choix d'Intel sur des années. C'est pas uniquement le fait qu'ils aient dit non à Apple, c'est qu'il y a deux choses qui sont remises en question. La première, c'est qu'ils avaient ce modèle vertical où ils devaient faire à la fois du design et à la fois de la fabrication. Donc, Nvidia, qui maintenant fait les chips les plus désirés du monde, ils font que le design et pas la fabrication. Donc voilà, mais il faut quand même pas oublier que le modèle vertical est totalement intégré d'Intel. Il a dominé de la tête et des épaules pendant 2 à 3 décennies. Donc bon, ça a marché. Maintenant, ça marche moins bien, mais ça a marché. Je pense personnellement qu'ils vont réussir à revenir parce que le gouvernement américain va pas pouvoir les laisser tomber. C'est un asset trop précieux et qu'ils vont mettre l'argent qu'il faut pour les sortir de ce mauvais pas. Ils en ont encore sous le capot, mais ça va prendre quelques temps. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est souvent ce qui arrive en fait quand une société elle gagne trop de sous, elle devient arrogante et ma foi à l'insu de son plein gré parce que quand tu gagnes trop d'argent, au bout d'un moment tu penses t'as tout le temps raison. Enfin tu marches sur l'eau, tu peux plus te tromper. Et c'est probablement aussi ça un peu qui les a mis dans le mal. Et on en parlait la semaine passée justement, enfin des dirigeants d'entreprise et notamment dans le secteur automobile. Donc là, un peu l'idée de cette discussion, c'est de voir quel type de manager fonctionne.
Et suite à cet article super de Marco Djukic, il y a aussi Paul Graham de Y Combinator qui s'est mêlé. On sait que dans le passé aussi, Elon Musk et Jack Mhm. Ma, le fondateur disparu d'Alibaba, on ne sait pas où il est. Je crois qu'il est de retour, non? Il est de retour, je ne sais pas. Mais il est très calme. Ouais, il est très calme. Eux aussi critiquaient un petit peu les NBA. Puis là, le débat qu'il y a actuellement, c'est quel type de manager doit gérer une entreprise. Donc, quand c'est quelqu'un qui a un background d'ingénieur plutôt tech, ça se passe bien. Mais dès qu'on met des financiers ou des comptables, il y a un peu plus de mal. L'avantage, c'est que toi, tu es tech, tu as un background tech. Et tu es aussi manager, donc tu as fait, je pense quoi, 15-20 ans à la tête Mhm. de boîte. Donc, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, je dirais que le moment qu'on vit maintenant, en fait, il montre qu'il faut plutôt qu'il y ait des ingénieurs à la tête des entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est à un moment de l'histoire où en fait, il y a des technologies qui arrivent sur le marché et puis qui changent les chaînes de valeur, le type de produits qui vont se vendre, qui bouleversent tout. Je vais donner quelques exemples, mais je dirais que jusqu'à 2020, on était un peu sur une mer calme et lisse où la technologie avançait pas tellement. Alors, quand il y a peu de progrès technologiques, en fait, tu peux te mettre dans un mode qui est différent où, en fait, il s'agit de gérer les choses de belle et heureuse manière et surtout de contenter les actionnaires et puis de faire sortir, en fait, des profits des entreprises. Donc, je pense que le contexte, il a énormément changé. Le contexte technologique, il a énormément changé. Et quand il change, alors tout d'un coup, il faut un capitaine à la barre qui va arriver à comprendre et à appréhender ces changements. Et puis, du coup, ça lui donne une longueur d'avance pour pouvoir piloter le bateau. Ceci dit, il y a parfois aussi des business ou des gens, par exemple, qui ont un background dans la finance, qui sont d'excellents capitaines d'industrie et puis qui savent en fait faire en sorte que l'innovation arrive. C'est pas parce qu'on a fait des études d'ingénieur qu'on est forcément mieux positionné. Mais une chose qu'on peut dire à propos des ingénieurs, c'est qu'ils sont entraînés à résoudre des problèmes. En fait, quand tu fais des études d'ingénieur, on t'apprend, on te met dans une situation, puis on te dit, bah voilà, il y a A, B, C, D, E, F, comment vous faites? Et en fait, le travail d'un ingénieur, c'est pas de trouver la bonne réponse, c'est l'optimisation sous contrainte. Ça veut dire qu'on trouve la réponse la plus adaptée en ayant repéré les différentes contraintes auxquelles on fait face. Et dans un monde qui est en train de se tendre, d'une part parce que la géopolitique change, le monde devient multipolaire, les chaînes d'approvisionnement sont plus complexes, la technologie, elle change, le type de produit qu'on peut faire, etc., etc., le nombre de contraintes augmente. Donc, un ingénieur, il est, on va dire, naturellement comme ça, construit ou bâti pour, en fait, pas paniquer quand il y a des tas de contraintes et puis faire avec. Mais c'est pas non plus impossible pour quelqu'un qui a un background financier de le faire. Ça dépend beaucoup des business. Ouais, c'est surtout ce qu'on apprend beaucoup en business school et on en parle souvent des MBA. Et moi, j'ai appris récemment que ça fait à peu près 2 ans que les MBA peinent à trouver de l'emploi. Donc, apparemment, il y a ce shift dans le monde de corporate où justement, on veut des gens qui soient plus ingénieurs plutôt que financiers. Et puis, une des choses qui revient souvent parmi, on va dire, les moguls de la tech, c'est que tous les livres sur le management ne t'apportent aucune valeur, en fait. Tant que tu l'as pas vécu, tant que tu l'as pas fait, c'est très compliqué. Mhm. Et je sais pas, toi, quand tu as commencé à diriger tes premières boîtes, comment tu te sentais par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, ouais, Mal. Moi, je me sentais super mal parce que c'est super difficile. En fait, tu peux avoir lu tous les livres du monde et fait une école de management. En fait, il y a des choses qui s'apprennent que sur le tas. Ce que tu sens très vite, c'est si tu es fait pour ou pas. Mais parce que c'est un travail difficile, en fait. D'être en haut d'une entreprise, c'est pas du tout comme d'être le numéro 2 même d'une entreprise plus grande. Parce qu'en fait, tu dois tout le temps jongler avec des demandes qui sont contradictoires et pas réconciliables, en fait. Il faut conjuguer le court terme et le long terme. Il faut conjuguer la satisfaction des employés, des investisseurs, des clients. Il y a souvent des contradictions là-dedans. C'est pas et l'art de diriger une entreprise, c'est en fait de comprendre le contexte dans lequel on évolue, notamment technologique, financier, etc.,
et puis de définir une stratégie qui soit gagnante et puis d'entraîner les gens pour en fait y aller. Mais tu dois toute la journée tu les résous jamais, mais faire avec des paradoxes et survivre au fait que tu n'as jamais fini et puis que c'est jamais parfait parce que en fait quand il y a une tension entre deux côtés d'un élastique tendu, il faut faire le bon compromis. Et puis tu peux pas non plus être dans le compromis mou parce que si tu fais ça, les choses n'avancent pas et on s'embourbe. Donc c'est un métier qui est difficile. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Je pense que le principal problème pour les MBA, c'est que quand on avait une mer d'huile, que le monde était plat et que les choses étaient relativement stables. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est un MBA, peut-être pour ceux qui savent pas? C'est un diplôme Management, Business and Administration. Donc, il y a des tas d'écoles qui font ça. Hein. Il y en a les plus prestigieux, ils sont à Harvard ou à Paris, par exemple, à l'INSEAD. L'INSEAD, c'est une école absolument extraordinaire avec des profs absolument géniaux. L'IMD aussi, c'est bien. Il y a des formations courtes, il y a des formations plus longues. Ça dure entre, je sais pas, 3-4 semaines, même pour les formations les plus courtes qui sont une partie d'un MBA. Et puis, peut-être une année et demie, 2 ans pour les plus longues. Mais typiquement, l'INSEAD, par exemple, c'est vraiment une école top niveau à Paris. Il y a rien à dire. Et en fait, la qualité de l'enseignement qui est délivré à l'INSEAD, elle n'a pas du tout diminué, mais ce sont les conditions cadres qui ont changé. En fait, on est maintenant dans un moment où les choses bougent. Donc, il faut pouvoir s'adapter, comprendre ce contexte. Et je dirais, les MBA qu'on faisait dans les années 90, c'était un peu des écoles de chefs. Genre, tu vois, jeune directeur de banque. Et en fait, ce qu'on se souhaite à tous, hein, sauf toi qui a été dans la banque, mais si tu veux, c'était une époque qui était un peu plus simple, donc il y avait moins d'évolution technique et le contexte était un petit peu plus calme. Donc en fait, tu pouvais aller dans une école qui allait te transmettre les outils pour comprendre ce monde et puis ensuite appliquer les recettes de cuisine qu'on t'avait enseignées pour gérer une entreprise, qu'elle fasse de la location de voiture ou une usine de mise en bouteille pour du vin. C'était pas très différent. Et je pense que maintenant, les choses ont fondamentalement changé parce que, c'est plus difficile de transmettre une espèce de vue raisonnable du monde parce qu'il change trop vite. Il y a peu de gens qui le comprennent, notamment l'IA. C'est une des grandes choses. La démondialisation qui est à l'œuvre, on en parlait, l'importance du software dans l'automobile, etc., etc. On pourrait donner des tas d'exemples. Et du coup, il faut un peu. Alors, la formation qui est donnée dans les grandes écoles où ils font des MBA comme l'INSEAD, elle est pas devenue moins bien. Au contraire, je pense qu'elle est toujours aussi utile et elle est peut-être même plus précieuse qu'avant. C'est simplement que tu peux plus avoir un poste de chef. Tu vois? Ce que disait Jack Ma, il disait les MBA sont utiles s'ils oublient tout ce qu'ils ont appris avant de Ouais. venir bosser pour toi. Mais c'est C'est très partiellement vrai critique, parce hein? ouais, alors on apprend des tas de choses extrêmement utiles. Moi, j'ai appris des tas de trucs extrêmement utiles. Et moi, j'ai pas un MBA, mais j'ai fait une formation courte à l'IMD qui s'appelle MTE, peu importe. J'ai appris c'était passionnant, ça m'a été extrêmement utile et je regrette mais absolument pas de l'avoir fait. Au contraire, c'était un très très bon investissement de mon temps, mais ça ne te donne plus en fait le poste de boss. Ça, c'est terminé. Donc, si tu fais une école, parce qu'après, faut bien voir qu'avant, tu faisais un MBA ou un EMBA plus tard dans ta carrière, puis après, tu postulais comme boss. Donc, en fait, ce que dit Jack Ma, c'est faites un MBA, puis après, allez trouver un job quelconque ou faites une start-up. Puis quand tu fais une start-up, ben, tu nettoies ton bureau, tu fais le café aux invités, tu vas acheter une chaise quand c'est le moment. T'es boss, mais t'es aussi boss des toilettes. Donc, en fait, ce qui, à mon avis, a changé, et c'est pour ça qu'il y a certains candidats sortants de ces écoles de MBA, c'est qu'en fait, c'était un peu le truc grand prestige. Je sors de cette grande école, donc j'ai droit aux égards, aux honneurs et aux postes, au salaire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller dans ces écoles, apprendre. Il y a énormément de choses utiles, mais il faut tout oublier au sens où tu gardes tout ce savoir et tu vas le raffiner au contact du réel, mais
dans un mode humble, dans un mode je grimpe les échelons. Ça te donne, à mon avis, l'erreur, c'est de croire que ça doit te donner accès au top job. Ça, c'est des bêtises. Peut-être la petite parenthèse et puis la chose qui est le plus pertinente quand tu fais un MBA, c'est les contacts que tu vas te faire, le network, le réseau. C'est ce qui est intéressant. Enfin, moi, je vois à Moi, l'IMD, j'y suis moi, allé quelques j'y fois crois pas du tout. et bah, tu J'ai, es j'ai- quand même avec les futurs dirigeants ou Bah non, bah c'est plus comme futurs. ça. Non, 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 parce que c'est plus c'est plus une boîte de dirigeants, c'est une boîte où tu vas acquérir un savoir qui est intéressant, mais je pense que c'est plus le cas. Le leadership, c'est autre chose. Alors l'IMD, c'est un peu spécial parce qu'ils insistent énormément sur le leadership. Peut-être eux, ils sont un Non, peu à part, mais attends, du coup, tu es en train de nous dire que faut tout oublier, comme l'a dit Jack Ma, ouais, le network qui te sert plus à rien. Tu vas pas devenir senior VP ou C-level, donc en fait, ça sert à quoi? ça Dans sert parce l'absolu. que non, non, c'est très utile parce qu'en fait, tu as des gens Ne sois brillantissimes pas qui politiquement correct non, non, non. là-dessus. Tu as des gens brillantissimes qui te transmettent une expérience, mais c'est pas pour obtenir un job, c'est pour construire ta vie. C'est pas Bon, tout à fait la même chose. ChatGPT peut te fournir autant d'expérience que Je tu suis veux. pas sûr. Je suis pas sûr. Je pense que apprendre, c'est quand même autre chose. C'est savoir ou comprendre, c'est pas tout à fait le même verbe. En fait, tu peux avoir des connaissances, ça veut pas dire que ça devient des compétences. Tu peux avoir lu des tas de livres, ça veut pas dire que tu vas savoir comment les appliquer. Je pense quand même que apprendre en général, il y a plein de manières d'apprendre, mais aller dans une super école où on te donne des super infos, c'est hyper utile. Simplement, derrière, t'es pas vice boss du monde. C'est ça qu'il faut laisser. La déconvenue, elle vient de cette attente-là qui est, à mon avis, fausse. Il faut aller dans une école comme ça parce qu'on a envie d'acquérir des connaissances et des compétences, puis ensuite les mettre à profit dans une entreprise. Typiquement, pour un ingénieur, de comprendre comment lire un bilan financier, c'est tout à fait utile. C'est pas quelque chose de bête. Quelqu'un, je me rappelle, on avait eu un cours sur les levées de fonds dans les startups. Le mec était hyper expérimenté. Tu gagnes des années tu peux apprendre à la dure en relisant des contrats auxquels tu comprends rien, ou bien tu as un cours qui dure, je sais pas, une dizaine d'heures où en fait tu as l'essentiel de ces choses-là qui te sont transmises. Donc c'est extrêmement utile, mais je pense que le, 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 le travail en lui-même a changé et qu'en fait, on a besoin de moins en moins de gens qui sortent comme ça de grandes écoles pour les parachuter boss. Ça, je pense que ça marche plus parce que le monde change trop vite et on le voit, en fait, les chefs d'entreprise ou leurs lieutenants, en fait, ils changent rapidement. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, le taux de renouvellement des sociétés est en train d'accélérer, c'est-à-dire le temps de vie des entreprises, il est en train de diminuer. Du coup, il y a de moins en moins de place pour cette seconde ou troisième génération de dirigeants parce que tu repars de zéro. Donc, en fait, il faut en fabriquer de nouvelles. Ouais, et puis tu parlais de déconvenus et même pour des industries qui ne vont pas aussi vite qu'on pourrait le croire, mais quand tu vois la catastrophe Boeing, tu Mhm, connais bien tu connais bien le dossier. mhm. C'est assez dingue hein, ce qui se passe là-bas. Ouais, alors peut-être Ils ont on mis un donne. comptable à la tête, c'est ça? Hein, ouais, ouais. Ben, il y avait, en fait, il y a la première chose J'ai qu'on peut rien dire, contre c'est les quand. comptables, hein, Non, non, mais moi non plus. Mais le truc, c'est que Boeing, ils étaient connus pour être la société qui avait les meilleurs ingénieurs et qui faisait les meilleurs avions. Ils avaient vraiment une réputation d'excellence, d'innovation. Et puis, ils l'ont fait pendant quelques années. Et puis après, ils étaient le numéro un, en fait, pour l'aviation commerciale. Ils ont aussi toute une partie militaire, hein, bien sûr. Ils font les F-18, etc. Euh, mais, mais je dirais, ce qui s'est passé très certainement, c'est que au bout d'un moment, comme ils étaient cotés en bourse, puis qu'ils avaient l'impression qu'il se passait pas grand-chose, qu'ils étaient devant, ils se sont dit, bon, ben, on va traire la vache. On va faire sortir plus de dollars de cette entreprise. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et pendant 15-20 ans, en fait, ça n'a pas posé de problème. Tout le monde était content. Tout le monde a acclamé cette performance parce que tous les 3 mois, Boeing étant une société cotée aux États-Unis, en fait, le résultat était analysé dans le moindre détail. Donc, c'est pas uniquement le patron de Boeing qui était un comptable et qui a mal fait son boulot. Le patron de Boeing qui était un financier, en fait, il a fait on l'a mis en place à ce poste pour une mission spécifique qui était de monétiser, en fait, cet héritage et ce portefeuille de produits.
Et en fait, il a simplement répondu à la demande du conseil d'administration, des investisseurs, euh, donc la bourse en général. Et je pense que souvent, ce type, on aime bien en fait taper sur l'ancien patron de Boeing. Maintenant, il est parti, il a été remercié, ils ont nommé quelqu'un d'autre qui a l'air d'être très bien, mais je trouve que là, on se raconte un peu des histoires parce que tous les gens qui ont acheté des stocks Boeing et qui ont vu le stock de Boeing s'envoler comme un avion qui fonctionne bien, ils ont été très, très heureux. Les fonds de pension qui possèdent des pourcentages importants des sociétés cotées en bourse, eh ben, ils exigent des rendements financiers. C'est ainsi. Tu peux pas simplement leur dire non, écoutez les gars, pendant les 3 ans qui viennent, il faut qu'on développe des nouveaux avions, ça va pas le faire. Là, on pourra pas donner de dividendes. Si d'aventure il avait tenté un statement de ce type-là, on l'aurait même pas retrouvé. Il est où? Oh, il a déménagé. Il est plus ici. Tu vois, donc il faut pas croire qu'en fait le CEO d'une boîte cotée comme ça, il fait ce qu'il veut. C'est absolument pas vrai. Il fait ce qu'on lui dit de faire, ce qu'on lui demande de faire, ou alors il est un peu Qui plus lui naïf. demande quoi? Qui lui demande? C'est le marché, c'est-à-dire Le il a marché ou des les actionnaires? c'est la même chose, c'est-à-dire que les actionnaires, s'ils trouvent que Boeing, c'est un stock qui délivre pas assez de dividendes, ils vont le vendre, l'action se crache en bourse, tu survis quelques temps et puis après, tu pars. Tu survis pas à ça. Je veux dire, et le marché, il fonctionne en fonction des résultats futurs. Ça veut dire que l'action s'écrase si tout d'un coup le marché a l'impression que l'entreprise elle aura pas un très beau futur. Et c'est là que c'est complètement paradoxal. C'est qu'en fait, le marché a demandé à Boeing de sacrifier son futur technique et technologique et qualitatif parce qu'ils ont des gros problèmes d'assemblage euh, au, au, au profit de la rentabilité à court terme. Mais c'est une rentabilité à court terme qui a duré des années. Parce qu'un géant comme Boeing, c'est pas que dans les 5 minutes, il s'écroule, ça prend du temps. Et ce sont simplement pas les mêmes personnes qui ont fait cette demande initialement qui maintenant récoltent des fruits peu mûrs de ces décisions à courte vue. Il y a des cycles comme ça dans les entreprises, on n'arrive pas à s'empêcher, on croit toujours qu'en fait les gens vont marcher sur l'eau, mais la vérité c'est que quand une entreprise donne des rendements qui sont trop importants, c'est qu'en fait il sacrifie le futur. L'autre chose, c'est que c'est très difficile de rester au top pour toujours. Si on prend une analogie dans le sport, on n'a pas de problème à ce qu'un grand champion de tennis ou de foot, il est au top pendant je sais pas combien de temps, 5 ans, Ouais, 10 ans, 15 ans. 10, 10, ouais, 10, 10. voilà, 10, 15. OK, voilà. Ben, peut-être que les entreprises, c'est un peu du même ordre, si tu veux. Elles ont une naissance, elles sont très dynamiques, elles ont vu quelque chose que les autres n'ont pas vu, elles ont une acmé. Après, bah, ma foi, ça dépérit un peu. Il faut aussi l'accepter. C'est le cas quand même assez souvent. J'aimerais avoir ton point de vue parce que ce terme qui est utilisé, c'est le capitalisme actionnarial, pardon. Mhm, Et ça a mené à des catastrophes chez Boeing, notamment les crashs avec le Boeing 737 MAX. Donc, mhm, au lieu de créer un nouveau modèle, ils ont fait une petite, enfin, on va dire quoi, quelques changements, fait une petite mise à jour dans le 737 et ils l'ont appelé MAX. mhm. Et ils n'ont pas, justement, pour des questions de coût, ils n'ont pas entraîné les pilotes, etc. Et il y a eu des crashs justement par rapport à ça. Et donc, j'aimerais avoir ton point de vue aussi là-dessus, parce que c'est vrai que Alors, se faire dicter les choses par l'actionnaire, c'est c'est intéressant, mais après, au niveau risque réputationnel et puis prix de l'action, bah, quand le business il est en train de chuter. Donc, il y a un peu ce trade-off entre court terme et long terme. on peut dire, on peut résumer en disant, quand les avions tombent, l'action chute. Mais je dirais, peut-être il faut donner un peu de contexte. En fait, c'était un problème technique qui se cache derrière. En fait, il y a Boeing d'un côté qui faisait des avions merveilleux, mais le 737, après le 737 MAX, c'est un vieux design hein, des années 70. Et puis, il avait comme concurrent le Airbus A320, A319, 320, 321. Et les avions Airbus, en fait, ils sont plus hauts sur pattes. Si vous regardez une fois des photos sur Internet ou à l'aéroport, vous voyez que l'Airbus, qui est à peu près la même taille que le 737, qui est son concurrent, il est plus haut. Et en fait, Airbus a réussi, un des grands trucs dans l'aviation, c'est de diminuer la quantité de kérosène qui est consommée.
parce que c'est une source de coût la plus importante avec l'amortissement des avions, mais disons dans les coûts variables, la consommation de kérosène, c'est le plus important. Donc, si tu peux diminuer la consommation de kérosène, tu gagnes. Et du coup, si un avionneur fabrique un avion qui consomme moins de kérosène, il va en vendre, ça va se vendre comme des petits pains. Du coup, Airbus, qui a un avion plus haut, ils ont augmenté la taille des réacteurs. Je rentre pas dans les détails de pourquoi ça permet de diminuer la consommation, mais disons, avec un réacteur plus grand, tu peux utiliser moins de kérosène à taille d'avion constante et nombre de passagers constant. Du coup, ils mettent des réacteurs plus grands. Puis là, Boeing, ils se disent, bon, notre avion, il est un peu bas sur pattes. Excellent avion, le 737, hein, mais il est un peu bas sur pattes. Puis du coup, ils doivent mettre un plus gros moteur, mais ben voilà, ça frotte, ça a plu. Et c'est pour ça que sur les 737 MAX, le réacteur, il est ovale et puis après un peu plat dessous. Je sais pas Ok. si les auditeurs peuvent aller regarder, mais sur les Airbus A320, le réacteur, il est tout beau, tout rond. Mais sur les 737 MAX, il y a un plat. Et ça a toute une série de conséquences. C'est pas le fait qu'il soit plat, mais le fait que tu changes la taille des réacteurs. Donc, en fait, bah voilà, réingénierer un nouvel avion, c'est hyper compliqué, ça coûte des blindes et il faut tout repasser les normes et les agréments. Ils ont décidé de pas le faire. Et du coup, ils ont introduit une espèce de correctif software, en fait, qui ne fonctionnait pas bien. Ils ont surtout pas prévenu les pilotes. Ils pouvaient s'entraîner sur un iPad. Donc, c'était tout sauf sérieux. Alors, il y a plusieurs enseignements. Le premier, c'est que, euh, j'ai- j'ai- on peut imaginer les systèmes qualité que Boeing avait. Ça doit être un truc de dingue. J'imagine qu'on peut pas changer le savon des toilettes sans avoir rempli 4 kilos de paperasse. Ça doit être un truc fou. Ben, on peut pas se reposer que sur un système qualité, d'accord? Les systèmes qualité, ça fonctionne quand le monde ne change pas trop vite. Mais quand il change, il faut aussi se reposer sur les gens, sur leur bon sens, sur leur envie de faire bien, etc., sur la mission de l'entreprise. Donc, les systèmes de qualité ne garantissent pas tout. J'en veux pour preuve aussi le fait que quand ils font du montage sur les 737, ils oublient des boulons. Donc, Oui. t'imagines bien, C'est quoi dans un, la porte qui voilà, s'était décrochée en plein vol voilà, et tout? voilà. Il manquait quelques boulons. Bon, ben voilà, c'est pas un truc hyper compliqué dans une simulation inabordable pour la plupart des gens. C'est assez simple. Les gros boulons, ils ont oublié de les mettre. Donc, bon, on peut s'imaginer que tout est parti un peu à volo. Et du coup, je pense que le problème principal qu'ils ont eu, c'est que ils se sont dit, eh ben, on va prendre des raccourcis avec la manière dont on met en place cette modification technique. Et puis l'autre chose, alors ça, je peux pas en témoigner de première main, mais c'est des choses que j'ai lues et je pense que c'est vrai, c'est qu'en fait, il y a un autre modèle d'affaires en fait pour Boeing, c'est d'être copain avec les politiciens et surtout la FAA, donc les gens qui te disent si tu as le droit de faire cette modification ou pas, est-ce qu'il faut entraîner les pilotes ou pas. Et le bon sens indique qu'en fait, il faudrait, ben voilà, toi tu fabriques un avion, si moi je suis le mec qui contrôle, il faut pas qu'on soit trop potes. C'est un peu comme le banquier ou le comptable. À l'époque où les comptables étaient dans les banques, il y a eu des catastrophes. Ah, les auditeurs, c'est vrai. Voilà, ils s'arrangeaient entre eux. C'est pour ça que ça a été séparé. Et là, en fait, aux États-Unis, en fait, Boeing est devenu très proche, en fait, du bras du législateur qui était censé légiférer là-dessus. Parce qu'il faut s'imaginer, hein, c'est pas que les gens chez Boeing sont bêtes. Tu es là, tu fais une modification pour un avion. Si tu gagnes une année dans le temps d'approval, enfin de mise en conformité, ce sont des chiffres, je sais pas, 100 millions, 500 millions de commandes qui viennent ou qui viennent pas. Donc tout le monde Énorme. est très nerveux et a à cœur de faire bien. Simplement, quand il s'agit de la sécurité, on devrait dire, bah non, c'est la sécurité d'abord. Et comme ils se sont mis prêts, enfin, ils ont beaucoup influencé, ils ont pris l'habitude d'être assez copains et d'influencer les gens qui étaient censés les réguler. Il n'y a plus le contre-pouvoir nécessaire à leur bonne santé a disparu. Et ça, c'est une erreur structurelle qui a rien à voir avec le fait que c'était un financier, mais ça a à voir avec le fait que quand on met en place une structure avec un contre-pouvoir, si tu l'affaiblis, ce contre-pouvoir, tu n'as pas des problèmes dans les semaines suivantes, mais dans les années suivantes. Puis là, ça fait vraiment mal et ça pique. Et je pense que ça, c'est un des grands soucis qu'ils ont. D'ailleurs, ils essayent d'y remédier maintenant. Ils ont évidemment pris des mesures. Mais d'ici qu'on voit
les effets de tout ça, ça va prendre du temps. Et enfin, on va dire un des businessmen qui a bien compris ça, le trade-off entre court terme et long terme, c'est Jeff Bezos. Et lui, Mhm, justement, le fondateur d'Amazon, dans la première lettre qu'il avait écrite aux actionnaires, enfin, il leur avait dit qu'il était vraiment concentré sur le long terme et qu'il était prêt à sacrifier, enfin, qu'il allait sacrifier les profits immédiats pour construire une infrastructure solide et innovante. mhm, Et c'est vrai que c'est quelque chose, si tu n'es pas le fondateur, si tu n'as pas suffisamment de poids, par exemple, versus la personne qui est venue chez Boeing, où tu ne peux mhm, pas faire vraiment ce que tu veux. Donc, il y a un article intéressant et toute une discussion qui a fait un immense buzz avec Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, et puis Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, où on parle justement de founder mode versus manager mode. Et donc, mhm, pour donner la définition, donc, Paul Graham, l'un des cofondateurs de YC, il distingue les managers des fondateurs et il te dit que les managers, ben, ils optimisent les processus existants et les fondateurs, eh ben, ils créent des visions radicales. mhm. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et c'est vrai que maintenant, on parle de Boeing, on voit un peu ce qui se passe chez Amazon. Il y a Jeff Bezos qui avait arrêté un moment. Il est revenu bosser full-time chez Amazon pour se concentrer sur l'IA. Et qu'à un moment donné, si tu veux avoir une entreprise forte, eh ben, il faut des hommes ou des femmes fortes. Et les meilleurs peuvent être les fondateurs ou au moins quelqu'un qui a un background tech. Oui, alors je pense qu'il a raison. Je pense que c'est un petit peu trop tout noir tout blanc dans la manière dont il l'explique, mais c'est une distinction que je trouve intéressante. Et il faut voir que c'est pas uniquement en fait la capacité à si tu es fondateur ou si tu as beaucoup de parts d'une entreprise, c'est pas uniquement la capacité à financièrement à imposer ce que tu veux, parce que c'est rare, même Jeff Bezos, il n'a pas une voting majority. Il y a que Mark Zuckerberg qui a gardé la majorité des votes chez Facebook. Il est quand même malin. Euh, Ça et lui a permis de cramer 40 milliards hein, avec la métaverse ah, et d'être toujours là. Mais parce que moi, c'est un super visionnaire, super entrepreneur. moi, je lui en veux pas parce qu'il fait des modèles IA open source. Donc, il a ma voix, même si les réseaux sociaux, ça n'a pas été tout nice, c'est quand même le seul qui défend l'open source dans les modèles. Donc, ça, il faut quand même lui laisser. Mais le truc, c'est que, donc, il y a la capacité, effectivement, à prendre la décision que tu veux, mais après, il y a aussi la crédibilité, le charisme, la capacité à être entendu. En fait, si tu es parachuté à la tête d'une société, tu vas venir avec des tableaux de chiffres et des analyses, et puis tu vas dire, ah les mecs, il faut qu'on fasse ça, parce que sinon on va avoir des ennuis. Et la différence, c'est qu'en fait, un fondateur, il a déjà montré en fait qu'il était capable parfois de prendre la bonne décision. Alors, pour rappel peut-être, hein, Steve Jobs, il s'est quand même fait virer d'Apple. Ouais. Ouais. Après, il est revenu. Donc, même un fondateur et un innovateur aussi génial que Steve Jobs, il a quand même eu des coups de moins bons. Hein. Il n'était pas toujours génial. Mais je dirais un peu à la manière de Napoléon, il racontait l'histoire pour qu'elle lui soit favorable. Et puis, il a quand même fait deux, trois coups de génie. Il a lancé l'iPhone. Et puis ça, il a changé le monde en fait en faisant ça. Et tu peux pas lui enlever. Donc, quand quelqu'un avec un crédit social ou un crédit entrepreneurial de ce calibre propose une nouvelle vision ou une autre manière de faire les choses, les gens l'écoutent beaucoup plus facilement que quand c'est un type moins charismatique qui arrive avec une cravate toute grise et puis qui essaye de convaincre avec des tableaux Excel. C'est pas du tout le même style. Et puis l'autre chose aussi, c'est que dans le founder mode, il y a quelque chose où ça c'est un truc qui tue les entreprises, c'est quand quelqu'un arrive avec un slide deck, donc des PowerPoints pour expliquer la nouvelle stratégie. Euh, ok, alors c'est bien, c'est une bonne stratégie. Mais après, faut le faire. Il faut la mettre en musique. Il faut la mettre en pratique. Euh, Ça m'a toujours fait beaucoup marrer. Il y avait à l'époque une compagnie aérienne qui s'appelait Swissair, qui est maintenant défunte. Enfin, elle s'appelle Suisse et elle appartient à Lufthansa, la compagnie allemande. Mais ils avaient une stratégie développée à grands coups de millions par les meilleurs consultants du monde qui s'intitulait la stratégie du chasseur. Donc, Ok.
comme une compagnie aérienne, leur idée, c'était qu'il fallait qu'elle grandisse. Du coup, ils ont dit, ben, nous, on est des malins, on est des super bons gestionnaires, donc on va acheter des compagnies aériennes qui sont déficitaires. Et comme on est de très bons gestionnaires, en fait, on va les absorber et puis on va en faire des bijoux. Un peu genre tailleur de diamants, quoi. On repère des diamants bruts mal taillés, on y va, on donne un petit coup de scie et puis après, c'est magnifique. Bon, bah, ils ont fait faillite, hein. Il y a eu le grounding de Swissair. Tout d'un coup, ils pouvaient plus mettre de kérosène dans les avions parce qu'ils étaient en cessation de paiement. Bon, Waouh. alors, quand tu regardes ça avec le recul, puis tu dis la stratégie du chasseur, c'était en allemand, c'est plus rigolo parce que ça sonne mieux, mais ça fait un peu agressif. Tu vois, le mec, il va à la chasse, il a son fusil, son arc, machin. Mais bon, ben, on peut dire maintenant, ils se sont quand même plantés, mais de manière phénoménale. Puis quand on y réfléchit un peu à distance, acheter des sociétés qui sont dans le mal pour les remettre sur pied, c'est peut-être pas la stratégie du siècle. Mais bon, on peut avoir un regard critique parce que ça a échoué. Si tu regardes un groupe comme LVMH, c'était en fait la même stratégie pour des marques de luxe. Et Ouais. puis maintenant, c'est un des plus grands groupes du monde. Donc, je sais pas s'ils ont article. Alors oui, c'était dans le luxe, c'est pas dans l'aviation, c'était quelque chose de différent. Mais donc souvent, la réussite, elle a beaucoup de parents et puis on est souvent très orphelin dans l'échec. Euh, c'est simplement pour illustrer que c'est pas si facile de définir un axe qui soit bon et c'est très difficile d'exécuter une stratégie pour autant qu'elle soit bonne. Et je pense que le founder mode, c'est un mode bizarre où en fait, tu améliores la stratégie, tu l'exécutes un peu mieux. En fonction des problèmes d'exécution, tu adaptes la stratégie, tu réadaptes l'exécution, tu réadaptes la stratégie. C'est pas un truc figé, c'est quelque chose de dynamique où en fait la stratégie et l'exécution, donc les moyens de décider, de définir un cap et le moyen d'influencer le monde réel et de délivrer cette stratégie et de l'exécuter, les deux choses se lient et ce sont plus deux choses complètement séparées. Et pour moi, le founder mode, il est bien. Ce qu'il essaye d'articuler, c'est le fait que tu te sens responsable des deux, d'accord, et que tu t'en occupes un peu mieux. Mais justement, toi, qu'est-ce que tu en penses parce que tu peux être aussi un très bon fondateur, enfin un très bon fondateur, certes, mais tu peux aussi être un mauvais. Typiquement, WeWork, on a vu un peu ce que c'est Mhm. devenu avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Adam ou je sais pas quoi, Ouais. et qui lui a complètement foiré la société. Et puis des fois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est plus gestionnaire. Mais je sais pas ce que tu en penses déjà de Ouais, ça. la vérité, c'est qu'en fait, le taux de survie des entreprises fraîchement créées, il n'est pas immense, hein. Alors, le mec de WeWork, il a l'air juste extrêmement talentueux pour lever des milliards. On devrait devenir amis avec lui. Parce que je sais que derrière, il a remonté une société, il a fait une faillite à plusieurs coups de milliards. Il a essayé de la racheter lui-même en montant un fonds. Enfin, un truc de dingue. Donc, son gros talent, c'est en fait de raconter des histoires et de lever des fonds, plus que de gérer des boîtes. Mais je dirais, je veux dire, Amazon, on le prend toujours en exemple parce qu'il a été capable d'investir à long terme. Ben, lui, il y est arrivé. C'est pour ça qu'on dit, ah ben ça marche. Mais ça a marché pour Jeff Bezos à un moment particulier, dans un contexte particulier. La chance joue aussi un rôle, le fait d'être entièrement dédié à ce truc et de travailler beaucoup, le fait que Jeff Bezos, c'est quand même un gars brillantissime. Donc, il suffit pas juste de se dire, euh, je, je, je vais investir à long terme. Ça suffit pas parce que maintenant Amazon il gagne beaucoup d'argent et on verra s'ils arrivent à se renouveler, à entrer dans la santé. Ils ont quand même réussi à devenir un des plus grands cloud providers du monde, donc ils ont quand même fait preuve d'une capacité à innover qui est absolument dingue. Mais c'est quand même l'événement rare. La plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Qu'on investisse dans le long terme, dans le court terme, qu'on fasse un compromis entre les deux, la plupart du temps, ça foire. Donc, la vérité, c'est qu'il faut pas avoir peur de se lancer et que le founder mode, c'est un mode où, en fait, on se remet en question. Un des fondateurs d'Intel, il disait, seuls les paranoïaques survivent. Et c'est vrai, en fait, il faut toujours avoir à l'esprit ce danger de se réinventer de manière judicieuse. Mais le fait est, c'est qu'il faut être euh, impliqué dans la gestion d'une entreprise comme si sa vie en dépendait. Si on est impliqué comme ça,
Oh, bah, si ça va pas, je ferai autre chose. Alors là, c'est clair qu'il y a plus de problèmes. Enfin, tu parlais, enfin, c'est super intéressant ce que tu dis. Je vais la noter. Seuls les paranoïaques survivent. Ouais, C'est vrai only the que ouais. c'était qui? Jack Welch qui avait dit ça? Non, c'est pas Jack Non, Welch. non, non, J'ai dit, je crois que c'est Andy Andy Grove, mais Grove. je suis pas sûr. Andy Je suis Grove, pas ouais. sûr. Je Ouais. contrôle. Je demande à ChatGPT. Ouais. Et justement, enfin, Brian Chesky, donc le fondateur d'Airbnb, a adopté un peu cette philosophie parce qu'il en parlait. Peut-être on mettra la vidéo où il explique justement d'être passé de manager mode à founder mode. Et il disait que voilà, en 2020, Airbnb était presque en faillite et que lui, il était en mode manager mode. Et puis, suite aux discussions qu'il avait avec plusieurs personnes, en essayant de s'inspirer de Steve Jobs, qui était quelqu'un de très difficile avec qui travailler, eh ben, il Hmm. s'est remis en founder mode. Et suite au buzz, à toutes les interactions qu'il y a eu sur cet article, on voit qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du leadership qui est en train de changer. Tout un retour Hmm. aux racines, notamment dans le management des employés ou enfin le commun des mortels ou les best practices vont te dire bah, il faut donner de l'autonomie, il faut pouvoir laisser les gens faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. Et Brian Chesky te dit que c'est tout le contraire, que tu dois micromanager, tu dois être dans les détails parce que sinon, ça devient compliqué en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais. Ça dépend du stade auquel est l'entreprise. Je donne deux exemples. Imaginons que tout d'un coup, on te nomme Big Boss de la Migros. Ouais. Younes, welcome, tu diriges la Migros. Donc en fait, ton job, c'est quoi? Tu as des Migros de partout. Là maintenant, on est le 23 décembre, il faut qu'il y ait des salades, du foie gras, je sais pas quoi. Tu vois? C'est quoi ton job? Ton job, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. T'as pas besoin d'être un génie de la réinvention de ce que c'est que le métier de vendre des salades. Pour vendre des salades, il faut que le camion il vienne à 5 heures du matin, il faut que le chauffeur il soit arrivé à 4 heures, il faut qu'il ait son plan de livraison, il faut que le maraîcher il ait livré les salades pendant la nuit ou le jour d'avant, il faut que les frigos soient pas en panne, etc., etc. En fait, c'est une immense série de choses mises bout à bout pour qu'en fait, faut que la caisse elle fonctionne. Imagine si cet après-midi à la Migros il y a plus de caisse. Ben, good luck, tous ceux qui n'ont pas fait leur cadeau de Noël, c'est le chaos, tu vois. Donc en fait, mettons qu'on te parachute Big Boss de la Migros, si tu te mets dans le founder mode et puis que tu vas réinventer la distribution de salade, ça va pas le faire. Parce que c'est un métier difficile que d'avoir des magasins d'alimentation où tu vends des choses qui sont périssables. Il faut mettre en place les actions au bon moment. Il faut commander il faut qu'il y ait, je sais pas combien ils ont d'employés, peut-être 100 000, 200 000, énormément. Il faut que tous ces gens, ces braves gens qui travaillent à Migros, qui soient là le matin pour Migros ou travailler. l'équivalent de Carrefour pour Voilà, ceux qui ouais, sont en France. absolument. Carrefour, tout ça, c'est. Donc t'as pas besoin d'être une espèce de génie incroyablement créatif. Il faut être quelqu'un d'extrêmement méticuleux et bien organisé. Donc voilà, je suis pas sûr que je nommerais un gars qui a décidé de tout réinventer sur tout ce qui marche déjà parce qu'il a le sentiment qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Donc réinventer Carrefour, bah on se calme. Il faut des gens très calmes aux commandes. Euh, je dirais que si maintenant tu veux nommer quelqu'un pour réinventer une société qui fait, ben, par exemple, comment ils s'appellent les Américains qui font de la formation en ligne, leur nom m'échappe. Mais il y a déjà Chegg qui a fait faillite, ils ont perdu 99% de leur valeur en bourse alors qu'ils faisaient de la formation en ligne. Coursera, c'est pas Coursera? Coursera, exactement. Ouais. Coursera, je sais pas où ils en sont en termes de valeur boursière, mais je peux te dire que Coursera, ils sont en train de se faire l'extérieur par les modèles IA. Je pense qu'ils ont une chance sur deux de disparaître. Euh, donc, si maintenant on cherche quelqu'un pour diriger Coursera, ça peut être le fondateur ou quelqu'un d'autre, mais il faut vraiment quelqu'un qui ait de l'ambition, de la vision, du drive, du leadership et l'envie de retourner les choses. Parce que si tu ne le fais pas, tu as quasiment la certitude que dans 3 ou 5 ans, cette entreprise, elle n'existe plus. Donc, ça dépend. Ça dépend du type d'entreprise et du moment où tu es. Enfin, on peut prendre des tas d'exemples, mais c'est vraiment très dépendant. Ça me fait penser à un terme que Ben Horowitz, et d'ailleurs je vous recommande de lire son livre The Hard Things About Hard Things.
Et tu parles de l'industrie, tu parles aussi de la Migros qui est en train aussi de se faire disrupter un peu par Aldi et puis par Lidl. J'imagine qu'en France aussi, il y a pas mal de changements, mais il y a ces deux contextes. Donc, on est dans un contexte où c'est un marché qui est en pleine mutation. Donc, Mhm. tu as deux types de fondateurs, comme le décrit Ben Horowitz. C'est à le peacetime CEO et le wartime CEO. Et là, on est vraiment dans une industrie, enfin, dans un moment où on a besoin de wartime CEO, on a besoin de personnes qui sont capables de manager la disruption et puis de se remonter les manches et que c'est pas tout linéaire, tout lisse. Alors ça, c'est sûr et certain. Mais je dirais, Surtout il y a dans une, la tech, hein, surtout dans ouais, la tech. surtout dans la tech, parce que typiquement, Oui, si l'automobile. mais typiquement quelqu'un qui produit du ciment, bon, tu vois, voilà. Je suis pas sûr qu'il faut un excité du bocal qui vienne. Parce que il faut aussi voir que quand tu mets un founder mode aux commandes, il y a des fois où ça se passe moins bien parce qu'il a des idées puis qu'il fait en sorte qu'on les exécute. Donc il y a aussi un risque. Mais je pense que maintenant, en tout cas dans le tertiaire ou dans les métiers de la médecine, enfin healthcare en général, dans les métiers liés au droit, liés à la comptabilité, donc tout ce qui concerne la manipulation de l'information ou la, la manipulation de l'information et le rapport aux gens, comme par exemple la médecine ou les avocats ou les comptables, en fait, le rythme de disruption, il est absolument ahurissant et que là, il faut effectivement quelqu'un qui, c'est pas forcément un wartime CEO, mais c'est plus quelqu'un qui soit capable de rassurer l'existant et de faire en sorte qu'il fonctionne, mais aussi de mettre en place le nouveau qui va nécessairement advenir parce que c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'en fait, s'il ne fait pas ce saut vers demain, en fait, il y aura plus d'entreprise. Et le risque de pas y aller, il est simplement plus grand que le risque d'y aller. Mais les wartime CEO, ils ont aussi peur, en fait, de tous les problèmes que ça génère, d'amener de la nouveauté. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, mais il y a maintenant un risque qui est, c'est pas un risque, en fait, c'est la certitude d'une perte de compétitivité massive si on n'entre pas dans ce monde nouveau. Mais c'est un changement qui est absolument gigantesque. Donc, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et oui, là maintenant, c'est le moment de se retrousser les manches si on n'est pas en train de fabriquer du ciment, des briques ou d'installer des panneaux solaires. Je dirais tous les métiers qui sont vraiment manuels, les entreprises qui sont construites sur quelque chose de réellement physique, ça va aller. Mais on prenait l'automobile. L'automobile, on a l'impression qu'il s'agit de fabriquer des boîtes en métal avec des roues. Et tout d'un coup, c'est un problème de développement informatique. Wow. Et je crois pas que les patrons de BMW, Mercedes, Renault, etc. l'aient pas vu. Ils le savaient. C'est simplement que c'est très difficile à faire. Parce que tu dois continuer à fabriquer des vraies voitures pendant 6, 10 ans en parallèle. C'est ça qui est difficile dans le métier de patron. C'est que tu dois faire les deux. Et justement, enfin, il y a un des commentaires qu'on a eu sur notre vidéo l'automobile européenne en sang où un des auditeurs expliquait que, je crois que c'est, je sais plus c'était qui, chez Peugeot ou Citroën, et ben le CEO avait ramené Elon Musk pour qu'il donne des conseils et tout, puis que tous Mhm. les directeurs ils se sont retournés contre lui, ça fait un Oui. tollé et il s'est fait virer. Ah, c'est, c'est, c'est ce que, to my point, si tu veux, c'est qu'en fait, le CEO, c'est une espèce de symbole. Bien sûr qu'il a beaucoup de pouvoir, mais c'est aussi le symbole c'est l'entraîneur au foot. Si une équipe elle perd trop, bah bam, on change l'entraîneur, comme ça déculpabilise les joueurs et puis du coup on peut repartir. Et c'est un peu la même chose avec un patron dans l'industrie. Et oui, le mec il avait compris, il a fait venir Elon Musk, il a encouragé un dialogue avec lui, il s'est dit voilà, il y a une immense opportunité pour vous. Mais maintenant, si tu commences à dire que tous les nouveaux investissements, ils vont plus aller dans la fonderie pour les culasses en aluminium et dans la métallurgie, puis qu'en fait, il faut investir massivement dans des équipes de développement logiciel qui sont partout dans le monde, et puis que tu vas passer d'un développement logiciel, on va dire, proche des processeurs, donc quelque chose d'extrêmement fermé, à un truc open source, c'est un autre métier. Puis comme tes gens, ils le connaissent pas, ils te disent, ouais, non, bah nous, on va finir notre carrière tranquille comme on l'a commencé, puis on n'aime pas du tout ton approche. Donc le fait que ce mec, il ait eu raison, ça n'a rien changé. Le fait qu'Elon Musk soit venu prêcher la bonne parole, ça n'a rien changé. Euh,
ça sert à rien d'avoir raison. Ça, c'est une phrase que j'ai souvent utilisée. En fait, c'est vrai. Des fois, tu te dis, bah oui, j'ai eu raison, j'ai vu, j'ai su, j'ai dit. And so what? Ça, c'est la partie un petit peu difficile pour les capitaines d'industrie, c'est qu'en fait, tu es jugé que sur les résultats, parce qu'il y a que ça qui compte. Mais faire un virage à une industrie, c'est d'un niveau de difficulté qui est pas possible. Et c'est pour ça, souvent, on critique, en fait, ces grands patrons en leur disant, voilà, vous êtes dur, gna, Mhm. gna, gna. Mais c'est pas la Obligé. démocratie. Ouais. Il y a pas tellement d'autres moyens de le faire. On peut essayer de le faire avec bonhomie et bonne humeur, mais n'empêche que quand tu dis, il y a un exemple, moi, qui m'a souvent frappé, c'est Kodak qui ont inventé le CCD, donc les premières puces pour faire des capteurs. Donc Kodak, ils faisaient des films argentiques pour faire de la photographie, et c'est Kodak qui avait tout l'IP et tous les brevets pour faire la photographie digitale. Bon. Et la photographie digitale les a tués. Et en fait, Kodak, ils avaient des dizaines de milliers d'ingénieurs qui étaient des chimistes, parce que quand tu fais des films argentiques, ben, il faut pas que le film il tourne comme une crème qu'on mettrait sur le visage parce qu'il a eu trop chaud, trop froid, etc. Il faut la stabilité des composants chimiques, il faut avoir des composants chimiques suffisamment purs pour que la photo soit belle. Bref, ils avaient des dizaines de milliers d'ingénieurs qui leur ont permis d'acquérir ce savoir-faire. Puis tout d'un coup, il faut faire de l'électronique. C'est plus du tout les mêmes gars. C'est plus du tout les mêmes personnes. C'est la même chose pour les ventes, parce qu'en fait, la chaîne de valeur de la photo digitale, c'est pas du tout la même que la chaîne de valeur de la photo argentique. Donc, en fait, Kodak, ils inventent l'engineering du CCD qui était une autre, enfin, après, il y a eu le CMOS, mais bref, il y a eu différentes époques dans la captation de l'image par un moyen digital. Mais le CCD, c'était le premier. Ils l'ont inventé. C'était génial. Eh ben, ils sont morts quand même. Ça n'a pas suffi. Donc, c'est très difficile parce que là, tu fais face à des équipes absolument immenses qui ont eu du succès en vendant de la pellicule, qui ont eu du succès en étant de bons chimistes. Puis tout d'un coup, en fait, ce que tu leur dis en creux, c'est, bon, les mecs, vous étiez super bien payés parce que vous êtes d'excellents chimistes. On va réduire la taille de l'équipe par deux. Puis maintenant, c'est ces nouveaux gars, en fait, qui vont être les stars de l'entreprise. Une entreprise, c'est comme une personne, elle résiste à ça. Elle résiste au changement. Et moi, je crois que la vérité, c'est qu'à part quelques individus ou toutes petites équipes très, très particulières, la plupart des gens détestent le changement. Ouais. Ça génère de la souffrance, l'adaptation, c'est un coût. On peut le mesurer, par exemple, quand on déménage. Si on déménage, bien sûr, il faut porter les meubles alors que ça fatigue, toi qui viens de bouger, mais il y a aussi le fait que tu dois t'adapter à un nouvel endroit, etc. Donc, tout un effort enfin, de l'énergie, si on veut, qui est dédiée au fait de s'adapter. Et les entreprises détestent ça. Elles préfèrent continuer à faire la même chose et puis à gagner plein de sous. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, quand tu parles aux individus qui composent cette entreprise, puis que tu leur dis, les mecs, vous inquiétez pas, on va arrêter de faire ce qu'on savait bien faire et puis qui nous rendait très riches. Puis maintenant, on va faire un autre truc qui est beaucoup plus difficile pour lequel vous avez aucune compétence. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est dur à vendre. Tu sais, ça me fait penser à tous ces problèmes qu'on a eu pendant la pandémie. Mhm. Et puis à The Innovator Dilemma de Clayton Christensen. Et pendant la pandémie, on s'est aperçu que en fait, la majorité de l'industrie européenne, ou même mondiale, mais surtout européenne, je dirais, on était même incapable de faire des masques. Donc même les Mhm. masques venaient de Chine. Et en fait, ce qu'il dit Clayton Christensen, c'est que le problème, c'est que ces grosses boîtes, elles sont, c'est des boîtes qui sont dans l'industrie, mais sans industriel et que en fait, c'est Mhm. devenu des grandes institutions financières et où on gère plus les process, où on fabrique plus rien et on n'est que là en train d'optimiser les coûts et tout. Et c'est là, je pose aussi je pense que c'est ce qui pose problème. Et on en parlait justement, tu m'as challengé, bah, si tu étais PDG de Peugeot, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je pense qu'il y a des patterns là, tu vois, où on est vraiment dans la disruption et que le fait que tu n'aies pas la bonne personne aux commandes, c'est quelque chose qui pose problème en fait. C'est que Mhm. si tu regardes, comment il s'appelle, enfin, Elon Musk, Wartime CEO, Brian Chesky, Wartime CEO, Steve Jobs quand il est revenu, Wartime CEO parce que Apple allait aussi, comme tu dis, allait faire faillite, et Mark Zuckerberg, Wartime CEO avec Meta.
et que voilà, si tu as entre guillemets, je vais être un peu cru, mais si tu as des chèvres qui dirigent des boîtes, tu as un effondrement parce qu'il y a ces patterns et à un moment donné, il faut aussi avoir du courage de prendre des décisions, tu vois. Mhm. Je sais Oui, pas ce c'est que tu juste. enfin, Ah non, je pense que c'est absolument juste. C'est simplement que c'est souvent pas ce que veulent les boards. Les conseils d'illustration, souvent, ils jouent la prudence parce que eux non plus sont pas toujours très compétents. Il faut regarder le CEO, c'est la figure publique en fait d'une entreprise qui est censée porter l'image, le poids, etc., etc., puis le poids des décisions. Mais il faut pas croire que le CEO de Nestlé, il décide demain de réorienter la compagnie comme ça, puis qu'il le fait seul dans son bureau entre 9h et 9h15. C'est pas comme ça que ça marche. Il est entouré de plein de gens. Après, il faut mettre cette stratégie en action, en musique. Euh, et je trouve qu'on parle beaucoup du rôle des CEO qui est très important. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais il y a aussi les boards. Et ça, on n'en parle jamais. c'est vrai. Et je pense que les boards, c'est eux qui engagent et qui virent le CEO, premièrement. C'est eux qui valident la stratégie. C'est eux qui valident aussi le type d'investissement. Parce que dans le cas d'Intel dont on parlait avant, euh, je suis sûr, j'ai rien qui m'indique ça, mais je suis pas du tout certain que le CEO d'Intel, il aurait pas été pour développer une deuxième ligne de technologie pour diminuer son risque. C'est simplement que, au bout d'un moment, le board, il valide les objectifs financiers que tu dois avoir, que tu dois atteindre, et puis que tu n'as pas forcément le choix. Donc, je pense qu'il faut pas sous-estimer. C'est vraiment un ensemble, hein, c'est une dynamique avec toute une série de gens. Alors, on parle beaucoup des CEO, très peu des autres. On peut aussi c'est aussi une indication qui dit que c'est très pratique en fait de charger le CEO, parce que comme ça c'est pas la faute des autres. Mais je pense qu'en fait, dans beaucoup d'entreprises, on a des boards qui sont extrêmement mauvais. Souvent, les gens dans les Tu as fait boards, un ils sont pas article bons. dessus, hein, Ouais, sur la GFI. je pense qu'ils sont pas bons, mais il y a une dynamique à l'œuvre. C'est-à-dire que tu as besoin de quelqu'un qui comprend un peu la révision comptable, puisque bien sûr, tu veux éviter le fait que si c'est une grosse entreprise, qu'il y ait des irrégularités, donc il faut quelqu'un comme ça. Donc, tu alignes en fait toute une série de profils un peu standards. Et en fait, des gens qui comprennent le business, tu en as souvent très peu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé. Donc, moi, je pense que la prochaine étape, en fait, c'est pas wartime CEO, c'est wartime leadership. Et wartime leadership, c'est en fait, ce sont pas des board members qui sont là pour prendre leur jeton puis se voir tous les 3 mois et rien faire. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais ça doit être des board members très actifs, en fait, qui vont parler aux équipes, qui s'impliquent, qui viennent pas juste valider la stratégie sur des slides, mais qui aident à la construire ou à la co-construire, qui mettent leur carnet d'adresses et leur cerveau à disposition de l'entreprise pour contribuer. Et que, en fait, à chaque fois qu'un CEO se plante, je pense qu'il faudrait aussi examiner quel est le board et comment il a été construit. Et je pense que là, il y a un gâchis absolument phénoménal parce que c'est souvent les boards, pas toujours, il y a des boards qui sont excellents, mais souvent les boards, en fait, c'est un peu des ronds de cuir et ils sont là pour, pas pour faire semblant, c'est un peu cru ce que je dis, c'est un peu sévère, mais c'est rare en fait qu'ils soient très bons et très impliqués. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a vraiment quelque chose à regarder. Pas uniquement dans les C-level, parce que ça s'applique aussi aux CTO, etc., etc. Mais d'abord un Donc, ça board, serait wartime board members, en fait. c'est En wartime gros, leadership. ou C'est le leadership. leadership. C'est-à-dire que on parle jamais des boards, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui aiment pas qu'on parle d'eux. Ouais. Et ils payent cher les CEO pour qu'ils se taisent et puis que eux prennent quand ça va pas. Mais le CEO, il est un boss. Ça s'appelle un conseil d'administration. Donc, en fait, je pense que les conseils d'administration vont changer de composition parce qu'il y a très souvent très peu de gens compétents dans le business. Je serais très curieux, par exemple, dans les grands équipes, les gens qui font de l'automobile, de voir en fait quel type de profil il y a. Mais je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent l'industrie automobile. C'est très souvent le cas dans les boards. En fait, et pourquoi? C'est parce que comme on était par mer d'huile, ben, il faut éviter Ouais, ouais, ouais. de faire une bêtise. Mais maintenant, en fait, il faut des gens compétents et qui bossent. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a la compétence par rapport au business, puis il y a le fait d'être impliqué, enfin, pas opérationnellement, mais disons, de have a skin in the game. Ça c'est vraiment Nassim Taleb, il dit souvent ça et je pense qu'il a raison. C'est skin in the game. Puis après, tu as le board
et puis tout le C-level. C'est-à-dire que un CEO, bien sûr, il doit entraîner les gens. C'est un peu un chef d'orchestre. Mais après, un CTO, enfin, tous ces lieutenants, en fait, qui aident à mettre cette stratégie en musique, ils ont aussi beaucoup à faire. Et je pense qu'il faut voir ça comme une équipe, en fait, qui est composée d'un board qui va regarder à plus long terme, d'un CEO qui est responsable de faire le lien entre le board et l'application de la stratégie, et puis tout le C-level qui met les choses en musique. Et en fait, si tu regroupes en fait tous ces gens et puis que tu les encourages en fait à marcher d'un seul homme, alors là, ça devient très puissant. Mais tu peux pas, c'est pas vrai en fait qu'il s'agit. Alors oui, une personne peut faire la différence, etc. C'est clair, mais ça va pas marcher dans toutes les entreprises. La plupart du temps, tu tombes pas sur un individu qui est tellement exceptionnel, solaire et brillant qu'en fait, il va retourner la chose. Il faut voir ça en fait comme une équipe. Et moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de boulot à faire dans les boards parce que souvent les mecs sont pas impliqués, pas bons. C'est pas pour critiquer la diversité, mais il faut engager des gens performants dans les boards. C'est pas parce que tu es divers que tu es forcément compétent. C'est une contrainte, à mon avis, dont on doit entièrement se passer. Il faut regarder la performance et y aller à la Martin Luther King, juger les gens sur leur caractère et pas sur leur apparence. Et je pense que maintenant, on va se remettre dans ce mode. Et donc, justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un board où tu aurais des gens du business, parce que c'est vrai que l'aspect comptable, l'aspect révision, ça c'est important, mais c'est pas ça qui va faire qu'une boîte se sauve ou qu'elle fait faillite. Et j'étais en train de regarder justement qui compose les boards, même les conseils d'administration, genre de Meta ou d'Airbnb. Puis c'est vrai que tu as des Marc Andreessen, c'est des gros entrepreneurs, des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent prendre des décisions. Donc, je trouve super intéressant ce que tu dis. Et le fait d'appeler ça ce wartime leadership, et si on est un peu plus granulaire, board member, c'est super important. Et disons qu'à un moment donné, le board est compétent. OK? Surtout aux États-Unis, ils sont compétents et on pourrait en parler un petit peu avec Google. Donc, Google, il y a beaucoup de disruptions auxquelles ils sont en train de faire face. Tu as OpenAI, tu as Perplexity, machin. Et à quel moment on se dit que Sundar Pichai, c'est plus un peacetime CEO plutôt qu'un wartime CEO, et puis on change s'il y a besoin. Moi, je pense qu'il est hyper méga bon, méga C'est un giga. techie, lui. C'est un techie à la base. C'est un techie, c'est lui il a 20 ans de boîte. Ouais, et c'est lui qui a monté YouTube et je pense c'est un bosseur, déjà un. Ensuite, il est brillantissime. Et moi, j'avais écrit un article pour dire que Google n'était pas foutu. Et je pense qu'ils sont pas du tout foutus, qu'ils ont plein de choses. Je vais juste regarder un truc parce que si les gens veulent savoir quand est-ce qu'il va devoir partir, en fait, c'est ça qu'il faut. Vous allez sur Google Finance, vous tapez Google Stock, Google Alphabet Inc. Classe A, et vous regardez sur 5 ans l'évolution de l'action, puis c'est ça qui va vous dire si ça va aller ou pas. Et en fait, si on regarde les résultats de Google, ils ont gagné en septembre 2024 sur le quarter 26,3 milliards de dollars net pour un chiffre d'affaires de 88,3, ce qui est pas mal. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui ramènent 26 milliards de cash tous les 3 mois. Je sais pas si ça fait presque 10 milliards par mois, 10 milliards par mois. Je veux dire, énorme. c'est insensé, en fait. Google, ça reste un des monopoles. La clé du business, c'est de faire un monopole. Je sais, normalement, on n'a pas le droit, gna gna gna, mais la vérité, c'est qu'en fait, tu veux essayer de faire un monopole. Et ils l'ont obtenu dans la publicité. Jusqu'à preuve du contraire, ça ramène encore des quantités de pognon qu'il est difficile d'imaginer. C'est une des entreprises les plus rentables du monde. Pour le moment, ChatGPT, they did not make a dent
Donc, OK, on peut envisager mais il faut pas oublier que Google, ils ont les tout meilleurs dans l'IA et puis qu'ils vont se battre. Donc, je pense pas du tout. Qui sont en war, en war. Oui, on peut Si, dire, ils le ils y sont. sont, mais un bon général, en fait, quand c'est compliqué, il reste calme. On ne veut pas un excité du bocal. C'est vrai. Je veux dire, ils ont quand même une boîte qui crache 20 milliards tous les 3 mois. Ça fait presque 7 milliards par mois. Mais Ce qui est ouf, si tu le ramènes un peu plus pour le commun des mortels, parce que 20 milliards pour la plupart des gens, y compris moi, c'est trop abstrait, mais ils te disent qu'en 4 heures, ils font à peu près 50 millions. ouais, c'est une En dinguerie. 4 heures, de 8 heures à midi, ils ont fait 50 millions de dollars. Mais net, c'est une des entreprises, c'est un modèle d'affaires absolument extraordinaire. Ils ont un lead technique de dingue. C'est très difficile même s'ils perdent le lead sur une techno, ils ont tous les sous du monde pour arriver à revenir. Donc, je vais te dire, hein, il y a pire peut-être à la tête de Google. Et puis, il faut maintenir ces opérations-là. Donc, il faut continuer à faire en sorte que ça fonctionne. Google, ça fonctionne pas par miracle. Hein. C'est pas que ils ont monté un serveur en Californie, puis que maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est des milliers de gens qui travaillent tous les jours d'arrache-pied pour faire en sorte que Google fonctionne bien tous les jours. Si tu arrêtes ça, en fait, Google, ça se met à moins bien fonctionner. Donc, ils ont YouTube, ils ont fait toute une série d'investissements complètement visionnaires et ils ont réussi à les développer. Ils sont diversifiés, Waymo, la longévité, la médecine, etc., etc. C'est une boîte absolument extraordinaire. Et c'est pas parce que Sundar Pichai, il donne l'apparence d'être calme et qu'il n'est pas excité du Il n'est pas en train bocal, de en freak fait, out. crois-moi qu'il l'est. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que Sergey Brin, un des cofondateurs de Google, il donnait récemment une interview, il disait qu'il avait recommencé à coder et il retourne au bureau pour aider Sundar Wow. Pichai. Donc, ce que je disais avant avec le fait d'avoir un leadership team, c'est pas parce que le mec, il est milliardaire, je sais pas combien de fois, puis que ça a été le visionnaire qui a monté Google, qui pense qu'il est au-dessus de ça. Jeff Bezos, il revient chez Amazon, pas uniquement parce qu'il pense qu'il faut qu'il donne une impulsion, c'est aussi parce que ça lui plaît, parce que c'est rigolo, parce que maintenant, c'est comme si on faisait du bateau et les vents avaient changé. Alors maintenant, il faut tirer un bord, il faut faire quelque chose, il faut rabattre une voile, en monter une autre, changer de gouvernail, il faut choisir un nouveau cap. Et du coup, quand tu diriges une entreprise, c'est quand même le moment le plus excitant qui soit. C'est marrant quand il se passe des choses, pas quand il se passe rien. Et moi, je pense que Sundar, je veux dire, tu penses que Google, ils auraient du mal à trouver quelqu'un qui soit d'accord de diriger Google? Mon Dieu, bah non, ils auront une pluie de candidats, mais il faut trouver quelqu'un de fort qui comprenne Google. Et je pense que Sundar, il fait toutes les bonnes choses. C'est simplement que c'est pas facile. Et c'est Donc, pas perdu encore. C'est pas perdu. Ils sont en plein non, match. non. C'est simplement que il faut toujours se poser la question. Quand tu entends quelqu'un dire qu'en fait, Sundar, il est un peu mou du genou, il faut regarder qui c'est, puis quel serait son intérêt à ce que le type il se fasse débarquer. C'est euh, Satya Nadella qui a dit ça. Enfin, qui a dit un ouais, truc, le CEO de Microsoft. ouais, mais Un truc qu'est-ce qu'il similaire. essaye de faire, Satya? Il l'a dit, Déstabilisé. il va essayer de piquer le business du search. Ouais. Ouais, mais je pense Alors, qu'ils vont pas réussir. quand Alors, c'est un concurrent qui dit un truc comme ça, c'est uniquement pour les, parce que bien entendu que le patron de Google, ça l'ennuie. Quand il fait la une des journaux, puis qu'on lui dit que c'est un type qui est mou du genou, puis qu'il a rien compris, je suis sûr que ça lui fait pas rien. Il passe une moins bonne journée. Mais la vérité, c'est que quand c'est un concurrent qui explique que c'est pas le bon mec, il faut pas le prendre trop au sérieux. Puis, je veux dire, Google, tu sais, gérer une boîte comme Google, c'est pas que tu arrives, tu es nommé, on fait un petit apéro, tu fais une réunion le lundi. C'est un business qui est super complexe, avec des niveaux d'investissement qui sont dingues. Et même si tu changes le mec qui est tout en haut, euh, je ne sais pas quel est le budget CAPEX de Google pour l'IT, mais ça doit être des milliards par quarter. Mais pas investir et acheter des serveurs et de la bande passante comme ça en changeant de fournisseur parce que tu as eu une bonne idée, tu vois. ouais. C'est quelque chose de complexe. Les modèles sont subtils. Il y a toute une dynamique qui est à l'œuvre. Et je pense que dans un cas comme celui-ci, où en fait la compagnie continue à être extrêmement profitable, il n'y a absolument aucune raison de le remercier. Au contraire, en fait, il faut le soutenir et le remercier. Mais là, qu'est-ce qu'on voit en fait des fondateurs de Google? C'est qu'ils viennent renforcer le gars qu'ils ont choisi et qui fait un excellent boulot
plutôt que de lui tirer dessus au fusil parce que c'est difficile et qu'en fait, il y a une équipe de leadership qui se met en place et qui monte au créneau. D'ailleurs, que le fait qu'un des fondateurs de Google se remette euh, au turbin, ben, ça montre bien qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire des choses. L'idée, c'est pas juste entraîner les gens, c'est pas juste rêver ou causer. Il faut faire des choses et puis montrer par l'exemple. Enfin, entraîner les gens par l'exemple. Je suis en train de regarder les membres du conseil d'administration de Google. Donc, tu as Larry Page, Sergey Brin, donc les deux cofondateurs. Mhm. Tu as Frances Arnold qui a eu le prix Nobel de chimie en 2018. Enfin, que des gros calibres et tout. L'ancien vice-président de la Réserve fédérale aux États-Unis. Puis après, tu regardes, sans critiquer, mais la comparaison avec le conseil d'administration de Peugeot qui est un petit peu moins sexy, tu vois, où tu as pas mal de gens qui sont président de Stellantis, également président de la fondation Giovanni Agnelli, donc John Elkann, Robert Peugeot, une dame qui était RH chez Google, le directeur général de BPI France, et tu n'as pas Mhm. forcément de gens qui sont du business. Même le Bah oui, président ouais. Donc, bah ouais. c'est incroyable. C'est, Ce que tu dis, c'est exactement ce que tu disais avant. mais ça Et fait la je t'en diff, hein. remercie. Ouais. Si Ça fait tu la veux, ça diff. fait la diff quand t'as des gens, en fait, qui sont, je veux dire, un CEO, c'est un peu comme un général d'armée. En fait, il va aller avec les gens sur le terrain, etc. Mais il y a toute une organisation autour. C'est pas un one-man show, pas du tout. Il y a des gens dessous, il y a des gens à côté, il y a des gens au-dessus. Et je pense que ce qui va vraiment changer, c'est pas wartime CEO, c'est leadership team. Et ça inclut en fait tout le monde. Si tu regardes aussi le directoire, ça s'appelle même pas un conseil d'administration du groupe Volkswagen, il y a les syndicats, il y a plein de gens, en fait. Il y a la Bavière, je crois, ou je ne sais plus quel territoire, mais enfin bref. Euh, il y a toute une série de gens. Et puis, en fait, ça va très, très bien quand, en fait, l'automobile, c'est l'automobile et rien ne change. Mm. D'accord? Parce que comme ça, tu mets en place des mécanismes qui permettent de protéger l'emploi local, etc., etc. Ben, la vérité, c'est que quand tout d'un coup, tu te fais faire l'extérieur par une technologie, c'est pas une question de loyauté au territoire, c'est que si tu acquiers pas les bonnes compétences, tu disparais. Et là, ils vont le payer très cher. C'est pour ça que le fait d'être bien intentionné, ça suffit pas. Il faut encore aller dans la bonne direction. Et là, clairement, c'est un modèle en fait qui est beaucoup trop, comment dire, c'est pas peacetime leadership, c'est bisounours time leadership. C'est oui, ben, tout va bien, faut qu'on soit généreux, faut découper le fromage, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ben oui, mais pour ça, il Il y faut a de que. l'ego aussi. Il y a de l'ego dans le sens peut-être tout va bien, tu sais, vous êtes qui? Parce que nous, là on est en train d'analyser, et puis c'est aussi la stratégie enfin, comment ça s'appelle? De Disruptive Innovation de Clayton Christensen, en fait. Cette Mhm. manière d'analyser comment les boîtes se font disrupter, les industries. Et c'est que là, il y a clairement des patterns. Mais pourquoi les managers, pourquoi les boards, je veux dire, prennent pas en compte ces éléments? C'est que des fois, ils disent, ouais, bon, on est Peugeot, ou on est Citroën, ou on est Volkswagen, on est Non, non, Lamborghini. c'est que Euh, je crois pas. Je crois pas. Je crois bah, que c'est ce qui comme se avec passe. Nokia. Nokia aussi, enfin, c'est la Ouais, même chose. mais Nokia, ils se sont dit, bah, combien iPhone a de part de marché? Ils ont dit, allez jouer avec ça. Et là, ils vont dire la même chose ouais, avec la Tesla. ouais, ouais, Comme tu dis, mais, 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 mais le truc, c'est qu'ils sous-estiment en fait la capacité d'une révolution technique à les mettre sur la paille. Qui aurait cru il y a 10 ans qu'en fait Volkswagen, ils étaient au bout de leur vie, on en faisait l'apologie tous les jours et toutes les nuits. Ils avaient des marques, Bugatti, Lamborghini. Depuis, ils ont revendu Bugatti d'ailleurs. Tu vois, ils commençaient à voir qu'ils avaient moins de pognon. Mais la vérité, c'est que euh, c'est très difficile de voir un changement, de voir venir ce changement, puis surtout d'accepter les conséquences, parce que ça veut dire que tu te fais une vie de misère. En fait, un patron ou une équipe de leadership qui dit, bon, bah, les mecs, il va falloir faire tourner le navire pendant 5 ans, c'est un boulot de dingue. Alors souvent, les gens, ils disent, bon, bah, allez, oh, cool, hein. Mais c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils ont simplement pas envie de faire le job. Et puis aussi, les gens qui ont vraiment envie, en fait, de se taper tout le travail hardcore, de faire quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une start-up. Ils vont pas ouais, ils le font travailler dans eux-mêmes. un grand groupe. Parce que pour devenir patron de Volkswagen, je sais pas, ça te prend 2 vies.
Euh, tu C'est dois, clair. tu dois commencer ici, faire cela, faire ceci, faire cela. Euh, c'est un job de corporate de C'est koh dingue. en plus, c'est koh C'est tout le monde koh mais ouais, a c'est dur. Moi, je veux dire, imagine le nombre de gens qui sont là, les salaires dithyrambiques qui se font. Donc, en fait, tu as consacré 20 ans de ta vie à faire tes classes dans Volkswagen. Tu as été dirigé Seat en Espagne. Tu t'es tapé des achats à Hong Kong. Tu as fait. Je veux dire, tu as investi, tu as convaincu ta femme. Tu dis, non, non, mais viens, on va à Hong Kong. Tu verras, bah, ça va être dur, mais après, on pourra vivre en Bavière, etc., etc. Donc, tu as consacré un gros morceau de ta vie, que ce soit chez Volkswagen ou d'autres expériences professionnelles avant, à manger ton pain gris ou ton pain noir pour finalement pouvoir obtenir un poste qui soit vraiment prestige et bien. Puis à ce moment-là, on te dit non mais mec, en fait, c'est pas comme on avait discuté. Là, il va falloir faire un truc complètement différent. Donc les gens qui arrivent, c'est pour ça que les entreprises au bout d'un moment elles meurent parce qu'en fait, pour faire émerger ces gens, ça prend 5, 10, 15, 20, 25 ans. Et puis, une fois qu'ils arrivent en haut, ils ont été, pas stérilisés, c'est un peu fort, mais formatés, on va dire, par un système. Et du coup, de temps en temps, les boîtes, elles essayent, elles prennent un CEO de dehors qui a rien à voir, d'accord, qui vient d'une autre industrie. Alors, de temps en temps, ça marche, mais c'est très rare parce qu'il se fait dézinguer par les gens d'en dessous, d'en dessus. Les gens veulent pas, en fait, de quelqu'un qui vient leur dire que ça va être autrement. Parce que ça fait 20 ans qu'ils convainquent leur famille qu'en fait, tout va bien se passer. Alors, quel est le chemin de moins de résistance? Ben, très souvent, en fait, c'est de rejoindre une entreprise qui prend beaucoup plus de risques, etc. Parce qu'au moins, tu as la joie de le faire, puis tu as des parts dans l'entreprise, souvent beaucoup plus. Faut pas croire que le mec qui va être nommé CEO de Volkswagen ou de Peugeot, qui va recevoir 5% de l'entreprise, ça, non, 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 non. Il va être bien Mmh. payé, mais ça va être à l'aune des ennuis qui va se taper. Donc, c'est une dynamique qui est complètement différente. Ben voilà, donc en fait, les gens, ils préfèrent. Et puis alors maintenant, imagine, tu dois engager les meilleurs ingénieurs software. Imagine, t'as une offre de Tesla, tu as une offre de VV. Bon, voilà, c'est plié. Tu vas aller chez Tesla, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc tu vois, tu as tout ce problème du recrutement. Et ça, tu disais qu'il y avait quelqu'un qui était spécialiste des RH chez Volkswagen. And so Ouais. what? C'est pas les RH qui vont faire qu'en fait, les bons, ils vont te rejoindre. Imagine que tu as une offre, tu hésites entre OpenAI ou développer du logiciel pour, je sais pas moi, pour la poste. Bon ben Ouais, c'est voilà, clair. tu vas aller chez les meilleurs. Ah, après, je pense que pour certaines boîtes et tout, typiquement VV, d'avoir un Pascal Eichenberger qui viendrait leur sortir la tête de l'eau, ça pourrait être intéressant. Moi, en toute On reste à humilité. l'écoute. On reste à l'écoute, Non, mais mais c'est vrai, c'est que si à un ouais, moment donné, ça, comme tu as dit, et moi je ne le voyais pas tous ces angles, mais si tu t'es tapé 30 ans de bureaucratie, de koh pour arriver à la tête, puis après on te dit, bah, en fait, il faut que ça devienne une entreprise tech. Non, non, toi, tu voulais que ça, enfin, que tu veux absolument que ça ouais. reste comme ça a toujours été. Et donc maintenant, à un moment donné, il faut, je pense, quelqu'un qui a cette compréhension de la tech, du digital et de la disruption de certains marchés et qui va Mhm. s'appuyer sur une équipe qui est compétente dans le core business qu'on est en train de faire, mais qui va pouvoir amener des changements parce que sinon, c'est la fin de l'industrie. Et je pense que les Mhm. employés maintenant, et c'est là à un moment donné, c'est quand est-ce que tu te dis, on passe de peacetime à wartime. Et là Ah bah, maintenant, les employés, ils le comprennent, que ce soit chez VV ou Peugeot, ils comprennent que là, on est en mode wartime et qu'on doit faire des choses pour changer. Et si on ne le fait pas, vous allez vous faire virer. Et, enfin, et mhm. toute la boîte va pas faire faillite, mais on sera plus que sur 10% ou 20% des volumes. Donc, il y a aussi le marché qui aide la culture à changer, en fait. Mais il faut la bonne Bon, personne et le bon board. ouais, moi je pense que le CEO, c'est la chose la plus visible, mais ce qui aura le plus d'effet, c'est d'avoir des conseils d'administration qui soient actifs et Ouais. qui viennent du digital, un mix entre, mais des gens qui font, pas des gens qui ramènent leur science, il faut des gens qui font, qui disent, bon ben voilà, ok, alors il faut Ah, que donc, tu VV, donnes déjà des pistes, déjà. ouais, il faut Excuse-moi, que je te VV, coupe, mais tu donnes ils aient un déjà des board pistes. member qui s'intéresse à comment on monte un team software extraordinaire, qui est un angle beaucoup plus entrepreneurial, etc. Chose qu'ils feront très certainement pas parce que il faut habiter en Bavière ou je sais pas où. C'est très difficile de faire changer la culture d'une entreprise. Moi, on m'a eu proposé, je citerai pas le nom d'entreprise, mais une entreprise qui est comme ça, hyper structurée, qui me proposait de reprendre l'innovation.
puis je leur ai dit non, très flatté qu'ils me l'ait proposé parce que je pense que c'était pas le bon niveau. Je leur ai dit, vous devez engager quelqu'un qui vient de McKinsey parce que vous allez me digérer comme un os de poulet. C'est pas parce admettons que je sois la bonne personne, très bien. Mais si tu es la bonne personne puis que tu rejoins dans un rôle opérationnel, tu es noyé dans une immense hiérarchie avec plein de gens, en fait, 5 ans plus tard, tu as un joli bureau, etc. Mais ça va pas porter de fruits. Alors, j'étais très honnête avec eux. J'aurais dit que je pensais pas que c'était une bonne idée. Mais je pense que souvent, les entreprises sous-estiment complètement le rôle du board. Et je pense que maintenant, vraiment, le conseil d'administration, c'est de là, en fait, que l'innovation, elle doit venir. Et si ça ne vient pas d'en haut, ça ne fonctionne simplement pas. Et c'est pas un truc qu'on délègue à des consultants externes. Il faut en fait que les gens soient réellement impliqués. C'est ça dont les entreprises doivent se saisir. C'est pas juste déléguer l'innovation. C'est Steve Jobs, quand il est revenu, ce qu'il a changé fondamentalement, c'est qu'il a dit OK, les gars, c'est pas un designer qui doit faire le bon choix. Il a dit, c'est nous collectivement qui devons innover. Alors, un mec comme Steve Jobs, il revient avec le titre de CEO et d'ex-fondateur, tatati, tatata. Voilà, ça lui donne beaucoup de crédit. Mais quand tu organises une entreprise, tout le monde n'a pas un Steve Jobs sous la main à rappeler. Sinon, les gens le feraient. Et du coup, ce qu'il faut, à mon avis, c'est avoir des équipes de choc dans les boards. C'est-à-dire que le travail d'administrateur, il va fondamentalement changer. Jusqu'à maintenant, c'était un truc très admin, no wrong, no wrongdoing, keep it safe, etc. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une équipe de cow-boys qui soit beaucoup plus hands-on, beaucoup plus active pour aider ces géants à pivoter. Il n'y a pas tellement de miracles, hein. C'est là que ça doit aller. Parce que si tu fais ça, en fait, ça veut dire que tu mets en place une gouvernance qui va être naturellement beaucoup plus prompte à soutenir un CEO qui veut faire avancer les choses. Tu donnais avant l'exemple de ce visionnaire dans l'automobile qui fait venir Elon Musk, puis qui fait rencontrer Elon C'était chez Musk, VV d'ailleurs. Hein, VV, qui fait rencontrer Elon Musk au Herbert, le C-level, DS. au directeur. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On lui a coupé la tête. Et c'est to my point, c'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est pas juste changer le mec qui parle aux investisseurs à la fin du quarter. Ce qu'il faut, c'est avoir une équipe, en fait, qui mette l'innovation devant, parce qu'en fait, maintenant, le risque de pas être en mouvement, il est bien plus grand que le risque d'être en mouvement. Bouger et changer, c'est toujours risqué, mais maintenant, de pas le faire, c'est la mort assurée. Et je pense que pour les constructeurs automobiles européens, on a passé cette première vague. C'est clair que c'est la grande descente et à mon avis, ça va C'est le être wartime maintenant, c'est le temps de guerre. Et là, ah bah s'ils l'ont pas compris, ils alors l'ont on pas a compris. vraiment Ouais. il faut vite aller faire un contrôle auditif, hein, parce que ça veut dire qu'ils sont sourds comme des pots. Moi, je pense qu'ils l'ont compris. C'est juste que maintenant, il y a deux attitudes. Il y a les gens qui sont en train de préparer le dossier pour montrer que eux, ils l'avaient dit, qu'ils l'avaient vu et ils protègent leurs fesses, si j'ose dire. Il y a ça qui se met en place dans les groupes humains quand ça se passe mal. C'est pas tout le monde a déjà fait ce constat quand tout d'un coup il y a tout foire. C'est pas que les gens ils sont hyper contributifs et collaboratifs. C'est pas le meilleur moment. Donc il faut amener ce changement-là pour en fait capturer la deuxième vague et puis comprendre comment ils vont se remettre sur leurs pieds dans ce nouveau monde qui est drivé par la data, le software, la manipulation de la data. Parce que encore une fois, pour l'automobile, c'est pas juste la voiture électrique. Là, maintenant, ils prennent dans le nez la voiture électrique, le fait qu'il faut des batteries, du lithium et le fait qu'il faut du software. Mais droit derrière, c'est les robots taxis. Et ça, c'est Ouais. pas dans 30 ans. Donc, ça va être le double effet qui se coule. Donc, si tu veux te remettre, c'est Wayne Gretzky qui disait, pour attraper le puck, c'est un joueur de hockey, il disait, pour attraper le puck, il faut pas aller là où il est, mais là où il sera. Et en fait, ça, tu peux pas confier à une seule personne le rôle de marcher sur l'eau pour sauver tout le monde. Il faut mettre en place des équipes qui aient un réel pouvoir. Et jusqu'à maintenant, en fait, on donnait le pouvoir aux gens qui disaient non, 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 on va s'assurer en fait que ça parte pas en steak parce qu'il faut que tout soit stabilisé. C'est comme ça qu'étaient construits les boards la plupart du temps. Et puis de temps en temps, on donnait un petit peu de soutien, mais c'est un peu de l'innovation, c'est un peu comme ça, de côté, des petits sous pour jouer, mais bon, on verra plus tard, c'est pas ça votre travail.
Alors que maintenant, on rentre dans une période qui est très différente. Si tu penses en fait à l'automobile et rien qu'à la supply chain avec les changements géopolitiques qui sont à l'œuvre, c'est pas juste que tu repenses ces sources d'approvisionnement en 3 minutes chrono, puis tu peux pas juste dire au CEO, bon, bah, vous, Jean-Pierre, vous vous en occupez là, s'il vous plaît. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un immense travail. Donc, en fait, il faut mettre en place des équipes dont la mission, c'est de comprendre comment une histoire, un collectif et une entreprise s'inscrit dans ce moment de changement, puis comment elle va émerger plus forte. Et tout le monde n'y arrivera pas, c'est certain. Tu sais, ce que tu dis, c'est vraiment ce qu'on voit en Europe et en France et en Suisse notamment, où l'innovation n'est pas prise au sérieux. En fait, tu vas avoir un Mhm. head of innovation, mais comme tu dis, Mhm. c'est quelqu'un qui, voilà, il travaille dans son coin, il a un ou deux FTI, 20 000 balles de budget, et puis il va faire de l'innovation, enfin, comme dirait un peu Steve Blank du théâtre de l'innovation. Mhm. Et c'est là où on s'est fait disrupter, en fait, comparé aux Mais bien sûr. États-Unis, où eux, tu parlais de POC, mais eux, j'ai vraiment l'impression que c'est eux qui créent le futur, c'est eux qui décident où va être le POC. Nous, on est là en train d'essayer de le suivre, mais eux, ils ont la canne et c'est eux qui vont décider, bah, il y aura de la voiture automobile électrique. Le next step, Exactement. c'est qu'il va y avoir la voiture autonome. Et en fait, ils sont là en train de nous mettre des salves. Et nous, on est là, ah, Mhm. attends, qu'est-ce que. Tu vois? Mais parce que en Europe, on commence un peu à choper la mentalité Disneyland, c'est-à-dire que si on se réveille pas, en fait, on sera visité par les Américains, les Chinois, et puis on servira des cafés. Donc, en fait, pour inventer, c'est dur. Avoir une industrie, c'est dur. Il faut se battre. Et il faut pas se battre pour les problèmes du passé, mais pour la création de valeur de demain. Et je dis pas que c'est quelque chose de facile ou que tout le monde est destiné à faire, mais ce qui est certain, c'est que c'est pas en restant dans le confort de notre gloire passée, en fait, qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, c'est un autre truc que je trouve très révélateur, c'est qu'en fait, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, maintenant, les investisseurs et les technologistes les plus brillants des États-Unis et donc de la planète, ils aident le gouvernement américain. Donc c'est pas Oui. que pour les entreprises, c'est aussi pour les États. Il faut s'imaginer, c'est comme si au début de l'ère du PC, en fait, maintenant les Américains, ils étaient en train de s'équiper avec des PC, puis nous, on dit, ouais, non, mais quand même, c'est pas une bonne idée. Ben, voilà. Ouais, non, on préfère attendre de voir si c'est bien. Ben, voilà. En fait, ils ont les meilleurs et que ça. Donc, ce qu'il faut maintenant, je dirais, il y a deux étapes, c'est, il faut se mettre en mouvement. Si t'es pas en mouvement, tu peux pas changer de direction. Il faut se mettre en mouvement et il faut essayer de shooter dans la bonne direction sans exiger, pardon, qu'elle soit parfaite au premier pas. Parce que ce qui compte, c'est cette dynamique qu'il faut mettre en place. Puis une fois qu'elle est mise en place, on peut corriger, etc. Mais on est dans un moment de changement rapide, profond et en plus en accélération. C'est pas que maintenant c'est bon, la vague est arrivée, le niveau de l'eau est en train de baisser. Je reprends cet exemple l'automobile. Les véhicules électriques, c'est de la gnognotte comparé aux changements qui vont être induits par les véhicules autonomes. Ça va complètement changer la chaîne de valeur, la manière de fabriquer des véhicules, vraiment. Et je pense que c'est une bonne nouvelle parce que ce sera plus respectueux de l'environnement, plus pratique, plus agréable à utiliser. Mais je veux dire, c'est là en fait qu'il faut regarder, qu'il faut réfléchir. C'est pas dans les problèmes d'il y a 10 ans. Et ça rejoint aussi ce que tu dis, enfin, ce dont on parle souvent, c'est que par rapport à l'intelligence artificielle, on est déjà aux secondes vagues où la majorité des gens ont Hum. quitté OpenAI, ils sont déjà en train de lancer leur Eh oui. deuxième génération de start-up. Et puis nous, enfin, surtout en Suisse, on parle de Deep Tech Nation, et puis enfin, on n'a rien inventé, quoi. Alors je pense que la Suisse, elle a une chance de tirer son épingle du jeu parce que elle a d'excellents centres de recherche, il y a des gens Des bien cerveaux. formés. Voilà, c'est une économie qui est libérale, on est au centre de l'Europe, etc. Mais si tu veux, pour la Suisse, je suis pas trop inquiet ou pas très inquiet. Pour l'Europe, beaucoup plus, en fait, parce que l'Europe, elle est en train de dégringoler. On voit bien qu'en fait, depuis la crise de 2008 par rapport aux États-Unis, en fait, on s'est complètement écroulé. On voit bien qu'on est en train de perdre en grande partie c'est peut-être pas le leadership, disons, on peut toujours contribuer, mais c'est-à-dire que c'est plus la voix de l'Europe qui, depuis 1450, domine. On est simplement un acteur parmi d'autres.
Et je pense que ça, les élites européennes, elles l'ont pas encore avalé. Elles n'ont pas encore digéré le fait qu'ils faisaient partie d'un monde plus vaste, puis qu'il faut simplement contribuer et qu'on n'est plus dominant de la tête et des épaules et il n'y aura pas de retour en arrière. Il y a d'ailleurs pas de raison, mais il faut passer dans un mode qui est différent. Euh, et je pense que ça a un immense effet en fait sur les chefs d'entreprise. D'ailleurs, regarde ce qui se passe en Allemagne. En fait, ils vont exporter ces emplois ailleurs dans le monde. Ils vont pas rester en Allemagne ni en Ouais. Europe. C'est ça qui est en train de se passer. Alors après, on peut dire, oh là là, c'est pas bien, c'est pas juste, faudrait pas, mais c'est quand même ça qui arrive. Et il faut se remettre dans le mode, ben, allez, on y va, on fait, on essaie, on ne fait pas que de capitaliser sur les recettes du passé, mais on prend le risque en fait d'inventer un monde de demain qui est meilleur, où on devra probablement partager un petit peu plus le moins qu'on aura, mais c'est pas forcément un drame. Et puis alors il y a un autre bénéfice pour motiver les jeunes peut-être qui nous écoutent ou les moins jeunes, mais il y a un autre bénéfice à la réinvention, c'est qu'en fait le plaisir est bien plus grand parce qu'on contribue à faire advenir quelque chose de nouveau. Donc, si vous êtes dans une grande boîte où il se passe rien et puis que c'est lundi comme tous les lundis, ben, faut préparer un plan B. C'est le moment en fait. Là, le monde est en train de changer. Il faut se préparer à changer soi-même aussi. Et c'est une des phrases justement qui revient dans le founder mode d'être obsédé par le produit. Mhm. Contrairement aux managers qui souvent privilégient les chiffres, ben, les founders, ils vont mettre l'accent sur un produit exceptionnel et ils vont être constamment en train de itérer et amener des choses supplémentaires, enfin des choses nouvelles et innovantes. Pascal, je te remercie. Je pense C'est moi. que pour VV, Peugeot, enfin toutes les boîtes qui sont en galère, on leur a donné quelques bribes, quelques débuts pour essayer de sortir la tête de l'eau, à qui veut bien l'entendre. On est dispo. Alors, si Volkswagen me contacte pour aller au board, moi, je vais que avec jeunesse. Vous savez déjà. C'est Tu soit le parles allemand, toi, combo. ou pas? Ja, natürlich. Ich Ah, kann bah, auch. Ja, natürlich. bah, Und c'est bien. du? Kannst du Ein Deutsch? bisschen, Ja. ein Und ein bisschen. bisschen. Also, wenn wir haben ein Millionen-Sub, dann machen wir das ganze Show auf Deutsch. J'ai Hein? compris partiellement. Dès Mais qu'on a 1 million de subscribers, on fait toute l'émission en allemand. D'ici là, on payera un prof de ouf, un chat GTD qui t'apprend l'allemand. Non, non, je blague. Je parle pas assez bien l'allemand pour faire des choses comme ça. J'ai récemment donné une conférence que j'ai faite en allemand, mais je m'étais préparé comme un fou. Puis bon, je crois que l'audience a été très, très bienveillante avec moi. Et ils ont dit que c'était bien, mais non, mais on y va les deux si jamais Younes, t'inquiète, hein, c'est clair, hein, on forme une équipe. Hein. Je te laisse pas tomber, moi. On y va les deux. En ouais, c'est gentil. Bavière, on se marrerait bien. Hein. Ouais, comme tu dis, on va se faire recracher ou avaler comme un os de poule. Pas dans le board, pas dans le Pas dans le board. board, Si c'est t'es vrai. si t'es dans la structure, t'es foutu. Mais si t'es dans le board, en fait, c'est très différent parce qu'en fait, c'est des mandats qui sont à durée déterminée. Tu viens, tu peux y aller avec une mission particulière. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, je te Cool. remercie. Et puis, on a trouvé un nouveau terme, donc le wartime leadership. Donc, c'est Ouais, bien. c'est C'était bien. productif. Pascal, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao Younes.